À quelques mois de l'élection présidentielle, nous poursuivons l'exploration des forces politiques en présence. Aujourd'hui, le PPACI, j'ai le plaisir d'accueillir son secrétaire général, M. Jean-Gervais Tcheidé. En ce début d'année très politique, le PPACI se montre, son président, M. Laurent Gbagbo, s'exprime de plus en plus. Que dit-il? Que veut-il pour la Côte d'Ivoire? Il pose les conditions d'un processus électoral apaisé. Quelles sont-elles? Comment le PPACI aborde-t-il le scrutin à venir? Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de cette info à l'aube de cette année politiquement importante et que tous les Ivoiriens espèrent traverser paisiblement. Samedi dernier, 8 février, votre président, monsieur Laurent Gbagbo, a prononcé un discours sur un ton, je dirais, bonhomme, mais assez ferme sur le fond, lors d'un meeting à Marcory. Dans quel état d'esprit, c'est ma première question, votre parti aborde-t-il cette année électorale? Je vous remercie. C'est un état d'esprit naturel, qui est l'état d'esprit d'un parti qui se veut conquérant, parce que le PPACI pense à juste titre et de façon légitime qu'il est aujourd'hui bien placé et avec et la stratégie et les hommes pour gouverner à nouveau la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo en tête. Et donc, nous sommes dans cet état d'esprit pour expliquer à la Côte d'Ivoire comment, pourquoi et comment nous voulons reprendre le pouvoir d'État et qu'est-ce que nous entendons faire pour la Côte d'Ivoire et son peuple et quels sont, évidemment, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo le samedi dernier, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, comment on doit s'y prendre ensemble, tous les acteurs, pour que justement tout se passe bien. Donc c'est exactement ce que nous allons examiner, mais je voudrais, alors dans son discours, il dit beaucoup de choses que nous allons voir dans le détail, mais je voudrais commencer par quelque chose qu'il ne dit pas, ou plutôt qu'il n'a pas tellement développé, c'est celle de son éligibilité. Sauf à dire, tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent compétir doivent pouvoir le faire, c'est sa phrase. Faites-vous de son éligibilité la condition sine qua non d'une élection paisible? Alors, dit comme ça, c'est comme si on était dans la logique de couteau entre les dents pour en découdre. Non, il s'agit de faire en sorte que de façon responsable, comme cela a déjà été fait par le passé, par le président Laurent Gbagbo lui-même, qu'on lève tous les obstacles, qu'ils aient été accidentels ou artificiellement créés, comme c'est le cas aujourd'hui, qui se dressent sur le chemin d'une élection paisible. Et dans le cas d'espèce, la question de l'éligibilité, qui est d'ailleurs un terme employé de mon point de vue à tort, parce que l'éligibilité relève du Conseil constitutionnel, la décision de l'éligibilité d'un candidat relève du juge constitutionnel, qui est le Conseil constitutionnel. En revanche, la question de son nom sur la liste électorale est une question pour laquelle le PPACI, le président Laurent Gbagbo en tête, demande qu'on discute et qu'on aille à une solution concertée dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Le PPACI a déjà investi, M. Gbagbo, pour cette présidentielle, oui, à laquelle, pour le moment, juridiquement, il ne peut pas participer. D'ailleurs, ça a été confirmé récemment dans un poste par Maître Rodrigue Djadje, qui est un avocat proche de l'opposition. Sur quoi comptez-vous pour qu'il puisse se présenter quand même? Nous comptons d'abord sur l'amour du pays, de tous ceux qui ont la possibilité aujourd'hui de faire en sorte qu'on lève ensemble et de façon concertée les obstacles. Comment? Alors, le président Gbagbo a été président de la République dans ce pays. Et il a connu ce que nous tous on sait, à savoir une déportation à la Cour pénale internationale. Déportation, vous êtes sûr que c'est le bon mot? Eh bien oui, pour nous, au PPACI, ça a été une déportation que... Déportation, c'est un autre sens, monsieur. C'est-à-dire que nous n'allons pas discuter d'étymologie, mais
politiquement et socialement, humainement, le président Laurent Gbagbo a été déporté. Juridiquement, il a été transféré. Encore que là-dessus, les juristes, les experts vous diront que pour que quelque chose soit qualifié de juridiquement acceptable, il faut que et la forme et le fond soient respectés et soient conformes à ce qui est légal et à ce qui est dans l'esprit et dans les... Donc, excusez-moi, je vous ai interrompu dans votre développement. Ben oui. Je vous en prie, continuez. Donc, quelles sont les conditions, enfin, sur quoi comptez-vous pour pouvoir éventuellement permettre... Alors, je reviens pour dire que nous comptons sur l'esprit de responsabilité de ceux qui ont les manettes aujourd'hui. Je rappelle que, et là, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, que lorsqu'il a fallu prendre des décisions courageuses pour franchir des obstacles sur le chemin de la paix, le président Laurent Gbagbo n'a ménagé aucun effort lorsque cela a été nécessaire. Et il l'a fait pour l'actuel président de la République, M. Alassane Ouattara. Il l'a fait pour l'ancien président de la République, paix à son âme, Henri Konan Bédié, lorsque cela était nécessaire dans l'intérêt supérieur de la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, il est revenu de la CPI, acquitté, et je rappelle que le juge de la Cour pénale internationale, dans l'arrêt qui prononce l'acquittement du président Laurent Gbagbo, il a écrit en noir sur blanc que le président Laurent Gbagbo, pour ce qui lui est reproché dans la période concernée, n'a posé aucun acte illégal et illégitime. Et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que président de la République qui prenait les décisions et les mesures nécessaires pour la protection de son peuple. Alors, la justice oui, internationale reconnaît qu'en 2010, le président Laurent Gbagbo agissait en tant que président de la République élu. Mais en tout cas, la justice ivoirienne a encore quelque chose apparemment à reprocher. Donc vous comptez plutôt sur un aménagement ou un accord politique? Peu importe. Parce que c'est celui qui en a la possibilité. Le jugement existe. Toujours. Le jugement existe, il est là. Le jugement dont tout le monde parle. On peut le contester, on ne va pas refaire le procès. Donc, évidemment, évidemment. Le jugement, il est là. Il est là. Donc il a perdu ses droits civiques. Il a, par la volonté de ses adversaires qui ne voulaient pas l'affronter. Par ce jugement. Oui, il a perdu bien sûr, mais donc, en instrumentalisant la justice, ce n'est pas juste. Instrumentalisé, bon. Ah ben oui, c'est ça. Donc, quelle est la sortie de cette impasse, puisque c'en est une? Mais la sortie, c'est ce que nous, on conseille. Le président Laurent Gbagbo en a donné l'exemple. Quand c'est bloqué, comment on fait? Celui qui est le garant de l'unité nationale, celui qui est le garant de la paix dans le pays et qui dirige l'État, c'est le chef de l'État. Le président Laurent Gbagbo a été chef d'État et lorsque le moment s'est présenté, il a pris les décisions qu'il fallait. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le chef de l'État de Côte d'Ivoire et la paix dans le pays relève avant tout des décisions que lui peut prendre pour avancer. Alors on ne peut présumer de rien, mais si cela n'arrive pas, que ferez-vous? Ben pour quelles raisons derrière cela n'arriverait pas? Si on est tous d'accord que c'est avec ça qu'on va avancer et que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous devons faire. Vous êtes une formation politique, on va dire gouverner c'est prévoir, donc vous devez envisager toutes les hypothèses. Hypothèse 1, hypothèse 1, on vous suit. Hypothèse 2, on ne vous suit pas. Vous devez l'envisager. Que se passe-t-il? Nous, en tant que PPACI, nous ne pouvons pas laisser l'injustice prospérer. Laisser l'injustice prospérer, l'injustice faite à Laurent Gbagbo prospérer, revient à dire, bon, comme son adversaire politique, ses adversaires politiques ont décidé, à travers une décision de justice, de l'écarter de la course, alors abandonnons-le à son sort et cherchons une solution. Le PPACI ne fera jamais cela. Donc il fera quoi? Le PPACI travaillera jusqu'à ce que ceux qui sont en face comprennent qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc c'est Gbagbo ou rien? Ce n'est pas la première fois qu'on le dirait. C'est toujours Gbagbo ou rien? C'est toujours Gbagbo ou rien. Vous ne pensez pas à une solution alternative au sein de vos rangs pour représenter votre parti, si véritablement M. Gbagbo ne pouvait pas se présenter? Si on était dans une situation normale, s'il n'y avait pas une injustice flagrante qui est faite à un homme qui a montré par son parcours et de tout temps qu'il fait tout pour mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de ses propres intérêts et qui aujourd'hui est victime d'une injustice. Si on n'était pas dans ce cas de figure,
On pouvait alors dire, bon, ben, écoutez, on est dans des conditions normales, comme disent les gens, de pression et de température. Alors, si on a un candidat qui ne fait pas l'affaire parce qu'il risque de ne pas nous faire gagner, alors cherchons. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'un candidat qui ne peut pas nous faire gagner. Il s'agit d'un candidat... Ça, c'est votre point de vue. Vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas le même point de vue. Donc, ça veut dire que vous acceptez de prendre le risque... Quels sont ceux qui n'ont pas le même point de vue, par exemple? Ça veut dire que vous acceptez, vous prenez le risque de ne pas être représenté dans cette élection. Si c'est Gbagbo ou rien. Eh bien, ça ne peut même pas arriver. Ben, je ne sais pas, vous êtes magicien alors? Je ne suis pas magicien, mais nous sommes dans ce pays et on se connaît. Voilà. Nous sommes dans ce pays et on se connaît. Et je pense qu'à un moment donné, eh bien, tout le monde comprendra qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Sinon quoi? Ben, une corde, si vous la tirez, vous tirez trop là-dessus, qu'est-ce qui se passe? La corde se casse? La corde se casse. Si la corde se casse... Personne n'a intérêt à ce que la corde se casse. Dans ces conditions, on sent bien que cette corde qui se tend, on sent bien qu'on est dans une période justement où la corde se tend. Oui. Et cela est lourd de menaces. Alors, au jour d'aujourd'hui, la menace n'est pas du côté de Laurent Gbagbo. D'accord? Laurent Gbagbo est dans la position de celui à qui une injustice est faite et qui propose qu'on dialogue pour qu'on trouve ensemble la solution pour s'en sortir. Dans l'intérêt des uns et des autres, mais surtout dans l'intérêt supérieur de notre pays. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Asseyons-nous et discutons. On l'a fait par le passé, on peut le faire encore aujourd'hui. Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, tout était sujet à protestation de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et à chaque fois, plutôt que d'utiliser la massue des moyens de l'État dont il disposait, il a privilégié la discussion. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a permis de passer de 2002, après la tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion, à une période de discussion, de capitale en capitale, jusqu'à ce qu'on se retrouve à Ouagadougou pour faire l'accord de Ouagadougou, jusqu'à ce qu'on se retrouve à organiser des élections à minima, avec des conditions à minima. Toujours en espérant qu'à un moment donné, les fils de la même famille comprendront qu'il vaut mieux finir par s'entendre, même si tout le monde n'est pas satisfait, plutôt que de prendre le risque de faire tomber la maison familiale. Alors, lorsque les choses ont changé... Je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Afin-Guessan, qui était assis dans ce même fauteuil la semaine dernière. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de crise politique dans ce pays en 2025? Là où vont les choses, oui. C'est pour cela que, plutôt que d'attendre que la crise survienne, nous tirons sur la sonnette d'alarme pour dire... C'est maintenant qu'il faut s'asseoir pour discuter et s'entendre sur les conditions d'élection où personne n'est exclu, où les conditions sont au minimum consensuelles. En 2010, nous sommes allés à des élections où ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir exigeaient urbi et orbi, telle chose. Et à chaque fois, c'est au terme des négociations. Justement, on vient à vos exigences. Monsieur Gbagbo pose un certain nombre de conditions pour que l'élection présidentielle se déroule dans la paix. Oui. En creux, on entend que si elles ne sont pas réunies, ça risque de poser un problème pour la paix. Tout à fait. Il en est une qui concerne la commission électorale indépendante, qui doit être, je le cite, respectable pour être respectée et aussi neutre et indépendante. Pouvez-vous me dire en quoi, aujourd'hui, la CEI dont le PPACI est membre, ne serait ni neutre, ni indépendante, ni respectable? Alors, dans sa composition, la commission, tout le monde le sait et tout le monde en est conscient. Cela a été démontré à suffisance. Dans sa composition, aujourd'hui, la commission électorale, normalement, qui devrait être indépendante, ne l'est que de nom. Parce que à 80%, elle est contrôlée par le pouvoir RHDP. Je vous rappelle que c'est Laurent Gbagbo, président de la République, qui a eu... c'est vrai que sous le général Guy Robert, il y a eu la Commission nationale électorale, CNE, mais après, quand le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République, c'est sur ces instructions que le ministre d'État, Émile Bogadoudou, a initié la Commission électorale et a fait voter. C'est comme ça que c'est devenu une loi de la République qui a institué l'organe électoral qu'on appelle CEI aujourd'hui. De sa création jusqu'à aujourd'hui, et pendant le temps où il était président de la République, le président Gbagbo n'a pas du tout cherché à contrôler cette CEI en mettant à sa tête un de ses cadres. Le premier président de la Commission électorale indépendante,
le magistrat Camille Auguier était PDCI. D'accord? Après, lorsque nous nous sommes retrouvés à Marcoussis, les mouvements rebelles et les partis politiques qui le soutenaient, qui disaient qu'ils faisaient la rébellion pour d'autres questions, ont immédiatement demandé à contrôler et à présider la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, revenez. Je reviens. Atterrissons parce que nous savons que c'est le passé qui enrichit le présent et qui permet d'envisager le futur avec je vais dire, sérénité. Aujourd'hui, nous voyons Mais si vous la trouvez ni indépendante et ni respectable, pourquoi vous êtes encore dedans? Ah, ben justement, parce qu'il faut montrer sa disponibilité et sa disposition d'esprit à discuter et à aller de façon participative à la résolution, par le dialogue, toujours, par les discussions. C'est pour cela, et pour le principe aussi. Et le principe général, qui n'est pas écrit, bien sûr, à la commission électorale, c'est que les partis politiques qui ont des représentants à l'Assemblée nationale sont membres de la commission électorale. C'est un principe qui 5 membres qui représentent l'opposition, 4 membres qui représentent la majorité. Bon, après, il y a les représentants institutionnels, c'est ça qui vous fait dire qu'il y a... Bien sûr, vous savez bien de quoi... donc, vous savez de quoi je parle. Je comprends, mais j'explique pour que tout le monde n'est pas forcément informé de la composition. Oui, mais quand on dit comme ça, sur papier, que le RHDP a 4 représentants, je rappelle que le président de la République est président du RHDP. Il a un représentant. Et le RHDP a 4, ça fait déjà 5. D'accord? Si on ajoute les autres institutions qui sont contrôlées par le pouvoir en place, les autres institutions dont les dirigeants sont nommés et donc qui sont redevables au pouvoir en place, on s'en va sur les 18 vers 14-15 personnes qui dépendent. Alors, mais je vais dire que qu'est-ce que vous demandez pour cette CEI alors? Il faut qu'on s'asseye, comme on l'a fait par le passé, qu'on recompose la CEI, qu'on se mette d'accord... Là, avant l'élection comme ça? Mais, rapidement? Comment on a fait en 2000? En 2000, on s'est assis à l'Assemblée nationale et on a mis en place une commission nationale électorale qui a fonctionné et qui a donné des résultats, qui a organisé l'élection présidentielle de 2000. Alors, donc c'est possible. Il suffit qu'il y ait un peu de bonne volonté et surtout de la volonté politique. Alors, autre condition, c'est la révision de la liste électorale. Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous tenez tant à la révision de la liste alors qu'elle vient d'être faite à la fin de l'année 2024 et qu'elle est encore en cours de traitement, d'ailleurs, cette révision, et que la CEI dit que techniquement, ce sera très difficile dans le temps imparti avant la présidentielle de refaire une nouvelle révision de cette liste. Alors, M. Dinasera, moi je vais vous dire, encore une fois, tout est question de bonne volonté. Nous tenons à ce que la CEI, qui est quand même une institution qui est censée être l'arbitre qui rassure tout le monde, respecte la loi. La loi dit, et le code électoral dit que la révision elle est annuelle. Ça c'est une chose, tout le monde le sait. Maintenant, la CEI vient avec la porte-parole, Mme Yapobi, pour nous dire que c'est techniquement impossible et que les réalités du terrain ne le permettent pas. Quelles sont ces réalités du terrain que nous, les acteurs politiques, on ignore, qui ont subitement changé en 2025, alors qu'en 2015 et en 2020, en juin, la CEI a pu faire une révision de la liste électorale et organiser les élections 4 mois, 5 mois plus tard. Vous avez l'air de découvrir quelque chose qui existe depuis septembre 2024, puisque la révision de la liste de 2024, le processus est inscrit noir sur blanc dans un décret qui date de quelques mois seulement. Je pris la peine de regarder quelles sont les modalités de révision de la liste électorale. La CEI propose un calendrier à l'État. L'État prend un décret pour mettre en place ce calendrier. Que dit ce calendrier? Il dit que l'enrôlement se déroule en octobre et en novembre 2024, que ensuite, à l'issue des opérations d'actualisation des données personnelles, je cite le texte, la CEI établit la liste provisoire des électeurs, la liste provisoire qui permet éventuellement, elle est publiée par voie d'affichage, qui permet éventuellement de gérer des contentieux sur tel nom, tel nom. Ensuite, il y a une liste définitive qui est établie et on établit les cartes. Tout ça se fait pas en 5 minutes.
Non, mais, oui, bien sûr, je comprends. Et ce calendrier est fixé dans un décret de septembre. Oui. Vous avez l'impression de découvrir la Lune? Alors, on ne découvre pas la Lune. Je voudrais rappeler que le décret... Je veux juste terminer, pardon, monsieur, ma question. C'est pour dire que non seulement vous donnez l'impression de découvrir la Lune, ce que personne ne peut croire, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on sait depuis le départ que l'élection présidentielle de 2025 va s'établir sur la liste sur la base de la nouvelle liste établie par les modifications depuis octobre-novembre 2024. Oui, alors, deux choses. Hein. Vous dites un décret. Donc c'est l'exécutif. C'est le parti au pouvoir qui, sur proposition de la CEI, prend une décision par décret pour établir un calendrier. Nous sommes l'opposition. Nous avons d'abord donné de la voix pour dire qu'il faut respecter la loi parce que la loi dit que la révision est annuelle. Mais comme le pouvoir, fort de sa majorité écrasante à l'Assemblée nationale, fort de ce qu'il est au pouvoir, n'a pas voulu entendre raison et a dit allons-y. Mieux, le président de la CEI, parce que la CEI, elle fait tout ça pour qui? Le président de la CEI nous a dit que vous demandez une révision en 2025, allons-y déjà en 2024, on va voir si il y a de l'affluence, si on voit qu'il y a des gens, on verra si on peut faire en 2025. Moi, je peux vous dire, pour le compte du PPACI, que lorsque, en tant que parti politique, nous avons engagé toutes nos structures de base pour encadrer les populations, faire le recensement de ceux qui ont besoin d'extrait de naissance, de certificat de nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale, eh bien, nous avions visé 1 200 000 personnes. Et c'est aussi à votre demande que la durée de l'enrôlement a été prolongée. Oui, mais je termine les raisons qui sous-tendent et les moyens que nous avons pour soutenir notre demande de reprolongation et même de révision des listes électorales en 2025. C'est vrai que nos adversaires ont pris un décret parce que, je suis désolé, celui qui signe le décret, c'est le président de la République. Oui, je suppose qu'ils n'ont pas inventé la procédure. Non, mais la procédure dit, parce que le décret ne peut pas être au-dessus de la loi. La loi dit c'est chaque année. Maintenant, si l'exécutif, sur proposition de la CEI, décide qu'on fasse ces programmes et que l'opposition dit mais c'est pas vrai, il faut faire chaque année, qu'on le fait quand même, et que le président de la CEI dit bon, essayons d'abord, ensuite on verra, et que nous on apporte la preuve que nous avons plus de 200 000 personnes qui étaient dans le pipeline, dont la moitié avaient leur papier pour aller se faire enrôler, malgré la prolongation d'1 semaine qui a été donnée. Et qu'on leur dit, vous voyez, il y a près de 200 000 personnes qui sont en rade et qui demandent à s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que nous ne sommes pas fondés à demander une révision de la liste électorale? Mais la liste électorale, c'est pour faire les élections. Si vous n'êtes pas satisfait ni du décret, ni du calendrier qui a été posé, il y a un Conseil d'État dans ce pays. Vous pourriez saisir le Conseil d'État pour contester ce décret. Vous ne l'avez pas fait. Non. Ce n'est pas le décret qui est contesté. Ce qui est contesté... Le contenu. Oh, ben oui. Oui, mais donc il y a des juridictions pour ça. Vous ne l'avez même pas saisi. Oui, mais c'est pas. On est dans la politique. Et est-ce que ça ne tombe pas sous le bon sens qu'on dise aux gens, vous avez laissé passer la chose. Mais pourquoi on peut considérer... Mais vous avez des juristes dans votre organisation. Non, c'est pas ça la question. Pourquoi on peut considérer que c'est trop tard? Pourquoi 1 million, 2 millions d'Ivoiriens qui souhaitent... Parce qu'aujourd'hui, vous demandez, alors qu'on est en train de réviser... Qu'est-ce qui est le plus juste que 2 millions de personnes... Vous demandez une révision de la révision, mais on est en cours de révision. Il faut déjà que ça se finisse, et puis après, s'il y a encore un peu... La CEI peut faire mieux si elle le veut bien. Elle l'a déjà démontré. Donc vous pensez et vous dites qu'il y a une mauvaise volonté là-dedans. Ben oui. Ça crève les yeux. Je veux dire qu'il y a près de 2 millions d'Ivoiriens qui souhaitent être sur la liste électorale pour participer au choix de leurs dirigeants en 2025. On leur dit non, il y a un décret qui a dit ça, donc on ne peut plus revenir en arrière. Vous savez, M. Gbagbo, dans son discours de samedi que j'ai regardé attentivement, il raconte une anecdote à propos du président Guéhi, qui était fâché contre le président de la CEI, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, le tout premier. C'est ça, parce qu'il l'avait déclaré vaincu face à M. Gbagbo. Et il dit, dès qu'une personne qui est en position d'arbitrer arbitre en votre défaveur, vous estimez qu'il est votre ennemi, est-ce que c'est normal? Et moi, l'impression que j'ai, c'est que vous faites exactement le même procès à la CEI aujourd'hui. Non, dans le cas parce qu'elle a arbitré en votre défaveur. Dans le cas présent, la CEI, ce n'est pas la CNE de Honoré Guillet. La CNE
était un consensus des partis politiques sous la transition militaire et qui avait été, donc, alors que la CEI a été décidée par la loi et elle a été modifiée lors des discussions à Marcoussis et à Pretoria. Et donc, c'est un accord politique. Et c'est cette CEI qui a abouti en 2014 à une autre CEI qui d'ailleurs a été contestée, qui a donné lieu à une décision, un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous connaissez l'histoire. Donc, il ne faut pas comparer la CEI à la CNE. Je ne compare pas la CEI à la CNE, je compare juste le fait que vous contestez celui qui arbitre. Oui, mais quand vous sortez cela le contexte de 2000 où Gueye disait que Honoro Gueye était contre lui parce qu'il n'a pas déclaré vainqueur, on est différent. Parce que ici, personne n'a dit que la CEI a déclaré quelqu'un vainqueur, on est contre elle. On dit simplement que dans sa composition et dans les actes qu'elle pose tous les jours, elle démontre bien qu'elle est à plus de 70% inféodée au RHDP. Monsieur le secrétaire général, nous avons vu dans la première partie de l'émission que des conditions sont posées de votre point de vue pour que le scrutin présidentiel soit apaisé. Alors, je me pose la question, si vous n'obtenez pas satisfaction sur des modifications qui sont quand même assez lourdes, que vous demandez autour de la CIE, de la liste, etc., si vous n'obtenez pas satisfaction sur toutes ces conditions, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, j'aurais posé la question, c'est pas que je vais inverser les rôles, hein, mais j'aurais posé la problématique autrement. Que faut-il faire pour que la Côte d'Ivoire fasse l'économie d'une autre crise? Et quels sont les actes à poser? Quelles sont les rencontres à organiser pour que les fils de ce même pays s'entendent pour une fois pour aller à des élections sans que le peuple ait la peur au ventre? Ça, c'est une bonne question. Et c'est ce genre de questions qui nous permet d'avancer. Mais dire que on comprend que vous avez envie de participer, on comprend aussi que vous considériez que votre candidat, on veut l'écarter de façon injuste, mais si c'est quand même le cas, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est demander à un seul fils de la famille de faire des sacrifices, alors que les autres enfants de la même famille peuvent faire aussi un pas pour qu'on se rencontre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin que la classe politique, que les dirigeants, notamment ceux qui en ont le pouvoir, fassent l'effort, comme ça a été déjà fait par le passé, je le répète, par le président Laurent Gbagbo, pour qu'on ait un minimum de consensus. Alors, on a posé des questions qui ne sont pas insolvables. Mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas insolvable. On met son nom sur la liste et le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Changer la composition de la commission, c'est un peu plus compliqué, non? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle qu'en 2019, j'étais au dialogue politique pour le compte de EDS, FPI-EDS, avec le PDCI, on était l'opposition de l'époque. On a discuté. C'est parce qu'à un moment donné, avec le Premier ministre, l'ancien Amadou Gompé à son âme, il y a eu mésentente, malentendu, même pas mésentente, malentendu sur la manière de procéder, que nous nous sommes retrouvés dehors et derrière nous, eh bien, la CEI a été mise en place. On peut discuter. Il y a une loi qui a été votée pour vous intégrer, oui. Oui, parce que la CEI, c'est toujours... de 2022. Non, avant ça. Avant cela, il y a eu la CEI de 2020, une loi, voilà, d'accord. Mais la loi, elle a été précédée par des discussions. D'accord? Et après, il y a eu des discussions aussi sur le code électoral. Parce que c'est quand même le code électoral qui établit le mode opératoire de la commission électorale. Et donc, il y a eu des discussions sur le code électoral. En 2020, j'étais encore à cette discussion, lorsque, avec le PDCI, EDS avait proposé un certain nombre de choses qui, visiblement, ne plaisaient pas au pouvoir en place. Et le Premier ministre a stoppé net les discussions et a dit que le président de la République allait prendre ses responsabilités. Résultat des courses, la loi qui va organiser la compétition, le candidat Alassane Ouattara, président de la République, a pris une ordonnance pour fixer ces règles-là. Vous voyez? Donc voilà des choses sur lesquelles on doit s'asseoir pour dire, bon, une ordonnance en s'immisçant dans le domaine législatif, pour prendre une loi en lieu et place des députés pour organiser le code électoral, enfin je vais dire, modifier le code électoral. Or, c'est le code électoral qui fixe les règles du jeu.
et un compétiteur fixe les règles du jeu lui seul. Ce n'est pas normal. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'on s'asseye, qu'on discute. Il est évident que nous avons des positions tranchées. Mais lorsque nous serons face à face, comme vous et moi, nous sommes en train de discuter aujourd'hui, et comme on l'a fait par le passé, des murs de glace vont se briser et des discussions peuvent se faire. Et entre fils du même pays, on peut faire des concessions et puis arriver à un minimum qui rassure la population et qui rassure tous les compétiteurs. Alors, je voudrais en venir pour avancer à votre stratégie. Ouais. Dans votre parti, qui pour moi demande quelques explications. On voit fleurir les candidatures à gauche dans l'opposition. Monsieur Gbagbo, Monsieur Afi N'Guessan, Monsieur Blé Goudé, Madame Eyivé Gbagbo, sans parler au PDCI de Monsieur Tidiane Thiam. Allez-vous vraiment vous présenter au suffrage des Ivoiriens dans une telle dispersion? Alors, une seule difficulté à la fois. À l'heure actuelle, la préoccupation majeure de l'opposition en général et de la gauche en particulier, c'est de revenir à la mise en place des acquis démocratiques qu'on avait acquis de haute lutte depuis 1990. C'est-à-dire instaurer des conditions minimum d'élections transparentes. Là-dessus, tous les partis d'opposition sont unanimes pour dire qu'il nous faut une nouvelle CEI, il nous faut une liste électorale auditée et nettoyée de près de 2 millions d'électeurs frauduleux qui y figurent. Il nous faut faire en sorte que tous les candidats qui le souhaitent soient autorisés à candidater. Une fois qu'on a engagé ce combat et que les discussions ont commencé, je vous rassure que la gauche en particulier et l'opposition en général saura se retrouver le moment venu. Parce que ça ne sert à rien de mettre en avant la question de qui va porter, derrière qui on se regroupe, si vous savez vous-même que les dés de la compétition sont pipés dès le départ. Donc autant s'attaquer à ces problèmes d'abord. Est-ce que vous allez répondre à l'appel de M. Afi N'Guessan, qu'il a lancé le 1er février, qui a publiquement appelé M. Gbagbo à prendre ses responsabilités et à rassembler l'opposition autour de lui? Alors là, le rassemblement est une valeur de gauche. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, celui qui porte la gauche, c'est Laurent Gbagbo. Alors, lorsque on lui demande de faire... D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, il dit le plus ancien dans le grade le plus élevé. Bon. Donc, lorsqu'on lui demande de faire ce qu'il a déjà commencé à faire, on ne fait qu'enfoncer une porte ouverte. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a réuni tous ces gens-là? Ah ben oui, je vous informe que des discussions sont en cours. Ah, c'est ça qu'il faut que les gens ne savent pas peut-être. Non. Des discussions. Alors parce expliquez. On n'a pas besoin, lorsque on a été victime d'un tsunami. Donc des discussions discrètes. Discrètement, parce que ce qui se fait avec tambour et trompette a moins de chances de réussir que ce qui se fait discrètement. Et on prend le temps de bien se comprendre et de regarder venir pour pouvoir, à la fin, dire au peuple, bon, voilà ce à quoi nous sommes aboutis, voilà ce à quoi. Au jour d'aujourd'hui, après le 14 juillet... Quel est pour vous l'objectif de ces concertations de l'opposition de gauche? Pour l'instant, c'est bien ça? Oui, l'opposition de gauche... où il y a le PDCI dedans? On se concerte... Enfin, la concertation dont je parle, c'est celle qui est consécutive à l'appel de Bounois. Après l'appel de Bounois, le 14 juillet 2024, le président Laurent Gbagbo a commis le président exécutif du PPACI, le professeur Dano Djedje, à l'effet de rencontrer les partis politiques qui sont sensibles à notre appel. Et ça a commencé. Des accords, des principes ont été donnés. Ah oui. Avec chacun? Ah ben oui. Non, parce et donc là-dessus, on sait que M. Gbagbo, pour l'instant, refuse de recevoir M. Afi N'Guessan. Il ne parle pas non plus. Non. Ah ben, est-ce qu'il l'a reçu alors? Non, mais bon, ne pas l'avoir reçu jusqu'à maintenant n'est pas synonyme de refus de le recevoir. D'accord. C'est pas la même chose. Ne même pas répondre à plusieurs appels depuis son retour en Côte d'Ivoire, ça a aussi une signification. Non, ben non plus. D'accord. Là, ça n'a pas de signification. Est-ce qu'il parle à M. Charles Blé Goudé? Pas tellement. Est-ce qu'il parle à Madame Eyivé Gbagbo? J'ai pas trop l'impression. Oui. Et j'ai aussi, d'après ce que je comprends, c'est pas non plus tout à fait le beau fixe avec le PDCI. Donc peut-être que les discussions se passent au niveau des responsables. Je rappelle que le président exécutif du PPACI a été désigné pour faire le tour, pour parler avec tout ce monde. D'accord? Et à chaque fois, il fait le point au président Laurent Gbagbo. Et on avance. Ce que certaines personnes voudraient,
c'est que nous claironions tous les jours que hier on a rencontré telle personne, voilà comment ça s'est passé. Non. Ce qu'on cherche, c'est comment se fédérer nos énergies et nos intelligences sur comment obtenir des conditions d'élection justes et transparentes. Une fois que cette étape est franchie, alors on sait au moins que les conditions des élections permettent à un candidat, qu'il soit consensuel ou bien qu'on parte avec deux, avec des arrangements, qu'on a des chances de gagner. Mais aujourd'hui, c'est mettre la charrue avant les bœufs que de dire, bon, désignons tel pour être notre candidat unique de l'opposition, alors que vous n'avez même pas encore entamé la bataille pour des élections transparentes. Est-ce que vous avez un point de vue sur la question de la nationalité de M. Thiam, puisque je vous pose la question parce que M. Gbagbo l'a un peu abordé de manière ironique lors de son discours. Mais non. Ça, c'est une fausse polémique qui a été créée par ceux qui veulent noyer le poisson. À Marcory, le président Gbagbo a posé la vraie préoccupation des Ivoiriens. Comment faire pour qu'on aille en 2025, octobre 2025, à des élections qui rassurent, à des élections qui ne sont pas suivies de lendemains tumultueux. Et pour ça, il a posé les conditions, au nombre de 6. Maintenant, c'est en parlant de lui-même qui a eu l'opportunité d'être à la fois français et ivoirien, qu'il a dit, et en parlant de la liste électorale, bien sûr, qu'il a dit, il y a des gens qui sont sur la liste électorale, qui savent très bien qu'ils ne sont pas ivoiriens, et qui veulent y rester. Et donc c'est en parlant de cette liste électorale... Et donc, concernant M. Thiam? Mais non, je ne sais même pas quel est l'intérêt politique. Quel est l'intérêt politique de tirer sur un membre de l'opposition, alors que l'opposition, si elle est vraiment de l'opposition, devrait être, tous les partis politiques, toutes les formations, devraient être potentiellement des alliés objectifs. Quel est l'intérêt pour une personnalité, un acteur aussi expérimenté, avec autant de sagesse que Laurent Gbagbo, de tirer sur quelqu'un de l'opposition, alors que le vrai adversaire, c'est Alassane Ouattara? Est-ce que, malgré tout ce dont on vient de parler, vous avez eu le temps d'élaborer un programme, ou est-ce qu'il est en cours d'être fait? Non, il y a eu un programme. À l'investiture de notre candidat, le président Laurent Gbagbo a présenté dans les grandes lignes les 10 piliers de son programme de gouvernement. Et comme depuis 1990, il est en train d'écrire un livre, parce que c'est lui qui a institué cette culture démocratique en Côte d'Ivoire, qui est d'écrire ce que tu veux faire pour le peuple et de mettre à la disposition du peuple pour qu'ils suivent en termes de suivi et évaluation. Donc, un livre... Et ça sortira quand? Oh, ben, vous savez, ce n'est pas toujours facile d'actualiser, mais normalement, lorsque nous aurons lancé la campagne, ça a d'ailleurs été fait chaque fois comme ça, hein, à 3 ou 4 mois de l'élection, on sort un livre tous les 5 ans. Quelle est la vision, quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Les 10 piliers, bon, je ne vais pas vous demander de décliner les 10, mais les plus importants, c'est quoi la vision? Ben, d'abord, c'est les fondamentaux d'un pays, d'un État qui se veut non seulement démocratique, mais réconcilié, solidaire et surtout souverain. Et donc, c'est ça. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après 2 ou 3 décennies, bientôt, a touché le fond en termes de dislocation du tissu social, en termes de destruction de la cohésion. Nous avons à recoller les morceaux. Parce qu'une famille divisée ne peut pas faire des projets de développement. Ce n'est pas possible. Vous les faites le lundi, avant samedi, vous faites des histoires et vous mettez tout à plat. Donc, c'est d'abord comment remettre la Côte d'Ivoire à l'endroit, parce que pour l'instant, elle marche sur la tête. Comment la remettre à l'endroit? Et puis, comment fédérer les énergies de tous ses fils? Donc, c'est le processus de réconciliation, un vrai, où chaque Ivoirien qui a traversé ces moments difficiles se voit pris en compte par l'État et se voit considéré par l'État, pour qu'il redevienne un nouveau membre de la même famille de la nation Côte d'Ivoire. C'est la première chose. Oui. Une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, c'est plus facile d'indiquer la voie du développement et les gens vous suivront. S'il y avait 1 ou 2 mesures emblématiques, concrètes, que vous pourriez citer, que vous allez proposer dans le débat public, dans les mois qui viennent? Pour la réconciliation nationale, reconnaître que l'État se porte garant pour reconnaître les torts qui ont été causés aux Ivoiriens et s'engage à les dédommager et à les réhabiliter en fonction des régions, en fonction des groupes sociaux et tout cela.
Ça, c'est je veux dire, un impératif catégorique pour parler comme les philosophes. Maintenant, notre pays, aujourd'hui, croule sous le poids d'une dette faramineuse. Et on nous disait il y a quelques années que 6 000 milliards de dettes, la Côte d'Ivoire vivait au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, elle a 35 000 milliards. Je ne sais pas si elle est toujours au niveau de ses moyens, mais on ne peut même plus parler de dessus. Quelle mesure? Ben, la mesure, c'est déjà... La dette, c'est quoi? On a pu prouver, nous, avec Laurent Gbagbo, que lorsqu'on arrive au pouvoir, on s'organise par une gestion, une gouvernance austère et rigoureuse et honnête à trouver les moyens pour compter sur nous-mêmes et éponger nos dettes progressivement jusqu'à ce qu'on trouve une stabilité qui nous permette de nous relancer. Ça, c'est un chantier. C'est vrai que ça ressemble aux travaux d'Hercule, mais ça, on va l'attaquer, la question de la dette. Vous portez le panafricanisme dans le nom même de votre parti. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2025, qu'être un panafricaniste? Être un panafricaniste, c'est d'abord avoir conscience que nos micro-États n'ont aucune chance de survivre dans ce monde, bon, globalisé, c'est vrai, mais où les regroupements régionaux prennent le pas sur les petits États. En avoir conscience et faire en sorte que nos peuples qui, en réalité, sont déjà imbriqués les uns dans les autres, soient écoutés et pris en compte. Donc, le panafricanisme, comme son nom l'indique, c'est transversalement faire en sorte que les Africains collaborent et travaillent pour retrouver la dignité et la souveraineté qui leur fait tant défaut depuis des décennies. Quel regard vous portez alors sur les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui d'ailleurs ont décidé de quitter la CEDEAO? Ils ont fait ce qu'ils ont estimé le mieux pour leur peuple, pour leur pays. Et nous avons exprimé clairement que nous comprenons leur désarroi et leur déception vis-à-vis de la CEDEAO. Et que nous pensons que s'ils s'organisent bien, ils peuvent monter la voie pour que s'il y a une organisation sous-régionale qui doit être refaite, qu'elle s'inspire des pays, des États de l'AES qui, à mon avis, ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous contestez fondamentalement la manière actuelle de gouverner du président Ouattara. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, néanmoins, qui trouve grâce à vos yeux? Est-ce que vous admettez des réussites? Alors, c'est trop difficile à dire. Mais non, pas du tout. Par exemple. C'est pas du tout. Écoutez, réussir en 10 ans, en étant en roue libre, à faire quelques routes et quelques ponts. Quelques routes? Ah ben oui, quand même. Ah oui, quand même. D'accord. Parce que nous, avec la moitié du pays, avec la moitié des revenus du pays, le nord totalement occupé, on a réussi pendant 10 ans, pendant un certain nombre d'années en tout cas, à tenir l'État sur ses piliers fondamentaux, à même faire en sorte que la Côte d'Ivoire honore ses dettes, ses engagements internationaux, et à faire même des réformes assez importantes. Vous me parlez de ce que vous avez fait. Je vous demande, est-ce qu'il y a des choses qui trouvent grâce à vos yeux dans la gestion? Je cherche. Ça n'a pas l'air d'être facile. Hein. C'est pas évident, mais nos amis, nos frères du RHDP vous brandissent... Allez dans la rue, demandez aux Ivoiriens. Peut-être qu'ils vous aideront à trouver. Mais non, je n'ai pas besoin de demander aux Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien. Mais je vais dire, puisque ce que vous voulez me faire dire, est-ce qu'il a eu des réussites et tout ça, je vous dis que c'est normal qu'il y ait quelques avancées. Ce serait terrible qu'après 15 ans où il est en roue libre, où il n'a pas une rébellion, il n'a pas un opposant qui perturbe la quiétude des citoyens chaque semaine, qu'il ne réussisse même pas à faire 10 km de goudron ou à faire quelques ponts, même si certains sont totalement inutiles. Mais, ah oui, il y en a quand même. Mais Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Je veux dire, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan, c'est d'autres régions et tout cela. Et donc, les ressources du pays, là, on souhaite qu'elles soient utilisées de façon plus solidaire et en termes de péréquation, de façon plus pertinente et plus efficiente. Plus efficiente, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on s'est endetté pour plusieurs générations. Bon, normalement, un audit de cette dette devrait nous permettre de savoir si, entre ce qu'on a emprunté et ce qui a été réalisé, est-ce qu'il y a cohérence ou alors il y a hiatus. Ok.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Gervais Cheidé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du PPACI. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je suppose qu'on aura l'occasion de se retrouver car la route est encore longue jusqu'à l'élection.